On poursuit sur le voyage, et il est évidemment un lieu, un pays que vous évoquez, Rachid, qui est la Libye. Et là, je me tourne à nouveau vers Sylvie Dutertre. Moi, en ma qualité de journaliste, il n'y a pas un seul des réfugiés, migrants ou exilés que je rencontre passer par la Libye qui ne m'en parle pas comme une expérience traumatique. Je vous donne la parole là-dessus. Alors, ça dépend, ça dépend déjà de ce qu'on entend par traumatisme. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est un terme qui est très médiatisé, mais il faut savoir qu'il y a quand même une définition très précise. Et ce qu'on appelle c'est l'objet de votre présence, Sylvie. Voilà. C'est pour ça que je suis venue. C'est pour parler du traumatisme. En fait, du psychotraumatisme, pour être plus précis, parce qu'on parle de traumatisme, mais le terme exact, c'est psychotraumatisme, dès l'instant où on parle de ce qui touche au fonctionnement psychique. Alors, voilà, c'est précis. On en parle souvent, on dit oh là là, j'ai vu un film hier soir, ça m'a traumatisé. Ben non, ça ne vous a pas traumatisé, au sens où nous on l'entend en tant que clinicien. Le traumatisme, c'est bien spécifique. Alors vous entendez aussi sûrement parler des états de stress post-traumatique, ce que les Américains nous ont amené, parce que ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, sous l'appellation PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Voilà, nous on l'a inversé, état de stress post-traumatique. Donc c'est très précis et je vais vous dire quels sont les points essentiels, hein, ce qu'on appelle nous les signes cliniques. C'est des états de dissociation. Ça veut dire quoi, dissociation? Très rapidement, hein, je ne vais pas vous faire un cours de psychopatho, ça va vous ennuyer. Mais la dissociation, c'est quand tout à coup, on n'est plus présent ici. Voilà. C'est-à-dire, on s'absente. Physiquement, on est là, mais notre esprit est parti. Et les personnes qui ont vécu des situations extrêmes de violence, alors le trauma, c'est quand on est confronté à la mort. Voilà. Très clairement. C'est pas parce que j'ai vu un film d'horreur que je suis traumatisé. C'est la confrontation avec la mort. La mort qui peut être sa propre mort à soi, mais qui est aussi celle des personnes autour de moi. C'est ça, le psychotrauma. Et c'est la violence de la rencontre avec ma propre disparition. Ce que on disait, c'est l'effroi, le sentiment que tout à coup, eh bien voilà, on va disparaître, que c'est fini, qu'on n'existe plus. C'est ça qui produit le psychotraumatisme. Donc, il faut savoir aussi qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont pouvoir être confrontées à des situations extrêmement violentes et qui, pour autant, eh bien, ne vont pas développer des symptômes de psychotraumatisme. Et d'autres, pour qui, oui, il va y avoir ces troubles par la suite. Donc, ça se manifeste par cet état de dissociation, c'est-à-dire la personne, à certains moments, elle n'est plus présente. Si vous recevez des personnes qui ont ce parcours migratoire, c'est important d'y être sensible, parce que tout à coup, on a l'impression qu'on parle et que la personne, elle n'est plus là, ou elle a besoin d'être seule. Cet état de dissociation, en fait, c'est tout à coup des images qui vont revenir. Et la personne est absorbée par ces images. Elle n'est plus là. Elle est à nouveau dans cet événement qu'elle a vécu. Donc ça, des cauchemars, bien évidemment. Des cauchemars donc, qui reviennent systématiquement. Souvent, c'est la même scène qui revient. Et puis, ce qu'on appelle un état de vigilance, c'est-à-dire que la personne, elle n'est jamais tranquille. Vous êtes assis comme ça, en train de discuter, et il y a un petit bruit, et tout à coup, elle sursaute, et elle va se tourner vers l'origine du bruit. Donc elle est en état d'hypervigilance permanente. Et la plupart des personnes qui ont ce parcours, eh bien, oui,
portent ces signes cliniques, et souvent on l'oublie. Bon, tant mieux d'un certain côté, parce que ça permet aussi de les réinscrire dans quelque chose de sécurisant ici lorsqu'on les reçoit et qu'on les héberge. Mais voilà, il faut simplement aussi savoir que, eh bien, à certains moments, il y a comme ça ces manifestations cliniques qui peuvent apparaître. Et puis, je ne veux pas monopoliser la parole. Sylvie, vous ne parlerez plus tard. Donc profitez-en. Et puis, voilà. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les manifestations des troubles varient en fonction des origines. C'est-à-dire que nous, on a des signes cliniques qui sont ceux d'occidentaux. Donc on a comme ça des manifestations, cauchemars, anxiété, voilà. Mais qu'on va trouver, et ça c'est aussi intéressant et important de le savoir, en particulier chez les personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est ce dont on parle, et en particulier chez les jeunes, des manifestations somatiques, des sensations de douleur physique très très importantes, des maux de tête souvent très très forts, et qui ne sont pas pour autant dus à des migraines ou à quelque chose de neurologique, mais qui sont l'expression de l'anxiété. Et ça, ce sont des particularités. Nous, on exprime nos troubles anxieux autrement. Eh bien, en fonction de nos appartenances, il y a une certaine façon de souffrir. Voilà. Et donc, eh bien, souvent, quand vous avez des personnes qui vous disent qu'ils ont la tête qui chauffe très très fort, ou le corps qui chauffe très très fort, ou des maux de tête, eh bien, ce sont des manifestations des troubles anxieux. Merci Sylvie. Vous détaillez toutes ces manifestations comme si vous en étiez coutumière régulièrement. Donc on va rappeler peut-être quelques chiffres. Donc depuis 1992, plus de 30 000 morts en Méditerranée. On sait que dans le désert, c'est le double, donc une soixantaine de milliers de morts sur les routes migratoires transsahariennes. Selon des statistiques qui ne sont pas encore officielles, les ONG présentes en Libye font état de 20% de mortalité dans les prisons dites privées, donc ces endroits où les migrants, réfugiés ou exilés sont emprisonnés pour qu'on leur demande des rançons. C'est ça que vous rencontrez dans le cadre de votre travail? Ce sont des gens qui ont été confrontés à ça, et bien sûr à la Méditerranée, évidemment. On est face à des survivants. Alors, si vous voulez, il y a... Parce qu'on reste sur la question des jeunes, hein, des enfants. Donc, oui, bien sûr que je rencontre ces jeunes qui ont ce parcours, qui ont vécu... Alors, pas tout le temps, hein, ça dépend. Il y en a qui se sont plus ou moins bien débrouillés, entre guillemets, en particulier en Libye. Parce que, alors ce qu'ils disent, hein, c'est parce que ce sont des jeunes. A priori, bon, pas généralisé non plus, hein, mais c'est plutôt les adultes, les grands, comme ils disent, qui sont sur des situations de vente, de tout ce que l'on a vu récemment. Et puis aussi, ce qui leur a fait très très peur, c'est le bateau. C'est prendre le bateau. Voilà, comme le disait Rachid, ce qu'ils disent, ils arrivent, beaucoup n'ont jamais vu la mer, ils ne savaient même pas que ça existait. Alors vous imaginez, quand nous on se dit tiens, ils avaient le projet de partir en France, mais ils n'ont jamais vu la mer, donc ils n'ont pas le choix, c'est ou monter dans le bateau ou se faire tuer. C'est voir des personnes qui se font assassiner devant eux parce qu'ils ont refusé de monter dans le bateau. C'est le bateau, c'est
cette peur terrible qui est justement, voilà, sur cette question du traumatisme, la confrontation avec cette possibilité de disparaître, de mourir, et voir aussi d'autres personnes qui disparaissent. Et puis ensuite, mais peut-être qu'on en parlera, eh bien, il y a tout le vécu à l'arrivée ici, parce qu'on est beaucoup, nous, sur... Enfin, nous, quand je dis nous, je parle des professionnels souvent qui pensent, voilà, ce parcours migratoire, toute la violence et tout ce qui a produit du psychotraumatisme, mais il y a aussi tout ce qui se passe ici pour eux, qui est d'une violence extrême. Il y a 3 routes migratoires principales aujourd'hui en Europe, celle qui va du Maroc jusqu'à l'Espagne par le détroit de Gibraltar, celle qui va de Turquie jusqu'à la Grèce, et la Méditerranée centrale qui nous intéresse tout particulièrement et qui est aujourd'hui la principale voie d'accès aujourd'hui en Europe. Il faut savoir que c'est la grandeur, la grosseur de ces routes migratoires évolue à travers le temps. Pendant un temps, on passait davantage par le détroit de Gibraltar, ensuite on passait davantage par la Turquie, bien sûr en fonction des soubresauts géopolitiques du monde, mais également en fonction de la présence dite policière à ses frontières, et que quand un mur s'érige, eh bien, on le contourne. On va donc s'intéresser principalement à la Méditerranée centrale, et je me tourne vers Elena Rozzi, où la majorité, l'immense majorité des réfugiés qui viennent de Libye arrivent en Italie. On en compte plus de 300 000 depuis le début de l'année 2016, et parmi ces plus de 300 000 réfugiés, 15% d'entre eux sont des mineurs non accompagnés. C'est ça, Elena? Oui. Traduction. Grazie mille per l'invito. Io mi scuso, parlerò italiano perché se parlassi francese temo che Baudelaire si rivolterebbe nella tomba. Je vous remercie pour l'invitation, mais bon, je parlerai en italien parce que c'est plus facile. Allora, io faccio parte dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ma collaboro anche con l'Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino. Donc je travaille pour une association d'études juridiques sur les migrants, mais également pour une association pastorale qui aide les E quindi sostituisco anche Sergio Durando, che era previsto dovesse intervenire. Et donc je remplace l'intervention de Serge Durand, della Diocesi di Torino. Du diocèse de Turin. Ok. Sì, allora nel 2016 sono entrati in Italia quasi 26.000 minori non accompagnati. En 2016, presque 26.000 mineurs, 26.000 mineurs migrants non accompagnés sont entrés donc en Italie. Sì, e oggi risultano accolti in Italia circa 18.500 minori. Aujourd'hui donc en Italie, les chiffres parlent de 500.000 18.500. Pardon, 18.500 mineurs non Ecco, accompagnés. e si tratta soprattutto di ragazzi maschi di età tra i 16 e i 17 anni. Il s'agit surtout donc de garçons entre 16 et 17 ans. E che provengono soprattutto dal Gambia, dalla Guinea, dall'Egitto, dall'Albania. Qui arrivent donc du Gambie, de la Guinée, de l'Égypte E de la Libye. e dall'Albania. Albanie, pardon. E circa 5.500 minori risultano invece irreperibili, cioè si sono allontanati dai centri di accoglienza. Et il y a à peu près 5500 mineurs qui se sont éloignés des centres d'accueil et donc qui sont en errance. Ecco, molti di questi minori si allontanano dai centri di accoglienza perché vogliono raggiungere altri stati europei. Donc beaucoup de ces mineurs s'éloignent des centres d'accueil pour essayer de rejoindre d'autres pays européens. E molti avrebbero diritto di essere ricongiunti regolarmente ai loro parenti in altri stati, genitori, fratelli, Même zii. si donc beaucoup auraient droit à être au regroupement familial vers des oncles, des frères de la famille.
Anche questi minori però decidono comunque di attraversare irregolarmente le frontiere interne all'Unione Europea rischiando la vita. Beaucoup de ces mineurs risquent leur vie en traversant les frontières. Perché? Perché molti di loro non sono informati dei loro diritti. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas leurs droits, ils ne sont pas informés. Ma anche i minori che sono informati comunque scelgono la via irregolare perché il ricongiungimento regolare impiega tempi lunghissimi. Et même s'ils sont informés, beaucoup d'entre eux choisissent donc le passage irrégulier parce que pour une question de temps surtout, pour gagner du temps parce que sinon c'est trop long. Perché la procedura di ricongiungimento familiari ai sensi del regolamento Dublino impiega anche più di un anno. Donc la procédure régulière selon les accords de Dublin prévoit des temps d'une durée de pratiquement un an. Quindi per ridurre il numero di minori che attraversano irregolarmente è veramente fondamentale informarli da una parte e ridurre i tempi delle procedure dall'altra. Donc il apparaît fondamental de les informer pour réduire les temps. Informarli da una parte e ridurre i tempi delle Les procedure informer dall'altra. et aussi réduire Esatto. les temps pour arriver à légaliser. Esatto. E quest'anno in Italia è entrata in vigore una nuova legge sui minori stranieri non accompagnati. Cette année, donc, en Italie, une nouvelle loi est entrée en rigueur sur les mineurs non accompagnés. Une loi qui a mis 4 ans à être votée après un combat de beaucoup d'associations, parce qu'avant, Oui, les oui. mineurs en Italie n'étaient pas distingués comme tels. Oui, e questa legge prevede che i minori non accompagnati siano in primo luogo minori. Donc cette loi est surtout prévue pour des mineurs qui sont effectivement mineurs. E siano riconosciuti a loro tutti i diritti che sono riconosciuti ai minori italiani. Pour leur reconnaître tous les droits auxquels ont droit les mineurs italiens. E questa nuova legge ha stabilito delle garanzie molto importanti sulle procedure di accertamento dell'età. Et donc cette loi donc prévoit des garanties très strictes pour définir l'âge. Che è un passaggio fondamentale ovviamente perché se il minore viene riconosciuto come adulto, C'est un passage fondamental, effectivement, parce que si le mineur est reconnu comme tel, non saranno applicate tutte le norme a protezione dei minori, non sarà collocato in un centro per minori, non sarà nominato un tutore, potrà essere espulso. donc s'il n'est pas reconnu comme mineur, il ne pourra pas avoir des protections comme des centres d'accueil, Un tutor, un tuteur Et l'impossibilité d'être expulsé. et la possibilité esatto, d'être expulsé. esatto. E la nuova legge ha stabilito che l'accertamento dell'età deve essere disposto dall'autorità giudiziaria, quindi non dalla polizia. Donc la nouvelle loi prévoit que l'âge doit être certifié par Disposé par l'autorité judiciaire. une autorité judiciaire et non pas par la police. E deve essere effettuato con un approccio multidisciplinare, quindi con un colloquio sociale, una visita pediatrica, una visita psicologica. Donc une visite pédiatrique, une visite psychologique Un colloquio social. et un entretien social. E nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. Et à la fin de la relation, il doit toujours être indiqué une marge d'erreur. Perché non esiste ad oggi nessun metodo scientifico che consenta di determinare con certezza l'età di una persona. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de science exacte pour déterminer l'âge exact d'une personne. Esatto, si può solo stimare l'età di una persona entro un margine di errore di più o meno 2 anni, quindi un margine molto ampio. Donc la marge d'erreur est de 2 ans, c'est une marge très large. E se anche dopo l'accertamento dell'età comunque resta il dubbio se sia un minore o un maggiorenne, la legge prevede che debba essere trattato come minorenne. Et donc même si après avoir déterminé l'âge, il y a une marge d'erreur, ça sera toujours en faveur de cette marge vers le mineur.
Esatto, e il provvedimento di attribuzione dell'età può essere impugnato davanti al giudice. Et donc l'âge qui est défini peut être d'une certaine façon, comment dire, Se possibile, devant la loi, un recours. on peut présenter un recours devant la loi. Ok. Deux mots sur le système d'accueil italien. Vous avez des Là, questions? moi, Elena, il y a une question que je me pose, c'est Oui. que si l'on regarde les parcours migratoires types qui vont distinguer les Syriens, Érythréens, Soudanais notamment, lorsqu'ils arrivent en Italie, ceux-ci ont une forte propension à tracer immédiatement vers le nord, alors que, et là je ne parle que de l'expérience que j'ai eue ici à interroger des Africains de l'Ouest, des échanges que j'ai eus avec les Briançonnais qui en accueillent chez eux. La particularité des Africains de l'Ouest, c'est que des mineurs, lorsqu'ils arrivent en Italie, ils durent, pour reprendre l'expression africaine, c'est-à-dire qu'ils restent plusieurs mois dans des camps en Italie pour finalement décider de partir. Pourquoi décident-ils de partir soudainement, là, cette année 2017 E allora, l'impressione è che i minori che hanno parenti in altri stati in genere partono subito. En général, les mineurs qui ont des parents dans d'autres États partent tout de suite. I minori che non hanno parenti spesso provano a stare un po' in Italia. Et s'ils n'ont pas de parents, ils essayent de rester un peu en Italie. Il problema qual è? Che ci sono alcuni centri di accoglienza che funzionano molto bene, Bon, le problème est que certains centres d'accueil fonctionnent très bien, ma altri centri di accoglienza funzionano malissimo. mais d'autres ont des problèmes de fonctionnement. Ci sono tantissimi minori, un terzo dei minori in Italia oggi sono in centri di prima accoglienza. Un tiers des mineurs actuellement sont dans des centres de premier accueil, Che sono centri dove in teoria i minori dovrebbero restare massimo 30 giorni, où les mineurs devraient rester en théorie au maximum 3 mois. ma di fatto restano molti mesi. 30 jours, 30 pardon. 30 jours, ma di fatto restano molti mesi, anche molti anni, anche fino al compimento dei 18 anni. Mais en réalité, ils restent plusieurs mois, voire un an, et ils arrivent même jusqu'à l'âge de la majorité, 18 ans. E in questi centri non vengono spesso iscritti a scuola, non avviano nessun percorso di inclusione, spesso nessuno si occupa dei loro documenti. Et malheureusement, dans ces centres, ils ne sont pas inscrits, ne sont pas scolarisés, et il n'y a pas une procédure pour faire leurs documents, obtenir leurs documents. E tantissimi di questi minori, quasi la metà dei minori presenti in Italia sono accolti in Sicilia, quasi la metà. Presque la moitié de ces mineurs sont accueillis en Sicile. E quindi la situazione lì è molto molto poco tutelante. Et donc très peu de tutelle dans ces situations. E quindi tanti ragazzi che si trovano in questi centri di accoglienza aspettano un po' di mesi e poi quando capiscono che non riescono a integrarsi decidono di partire. Et donc beaucoup de ces jeunes qui restent pendant des mois dans ces centres d'accueil, après ils décident de partir. Parce qu'ils voient qu'ils n'y ont pas d'avenir. Oui. Oui. En préparant cette table ronde, je suis tombé sur des statistiques étonnantes. Et peut-être que vous allez m'apporter une réponse. Preparando quindi questa giornata, Sì. ho trovato delle statistiche Sì. molto C'est que particolari. la majorité des mineurs non accompagnés originaires d'Afrique de l'Ouest se trouvent en Émilie-Romagne et en Sicile. Ouais. Il y a une raison à cela? Il y a des raisons objectives? Sì, allora Parce que moi, c'est à force de témoignages recueillis, donc ça n'est pas scientifique. Mais j'ai quand même le sentiment que le traitement qui est réservé à ces Africains de l'Ouest en Italie n'est pas le même que celui réservé aux MNA, aux mineurs non accompagnés d'autres origines. Est-ce que je me trompe? No, Dans la mesure non où ils credo. sont francophones, No, dans la no, mesure no. où... Non, No, non c'è distinzione tra minori di diverse nazionalità, no. Il n'y a pas de distinction entre les mineurs de différentes nationalités.
La maggior parte rimangono in Sicilia perché il sistema di accoglienza italiano non prevede un meccanismo di trasferimento dal luogo di sbarco alle altre regioni. Donc la majorité reste en Sicile parce que le système italien ne prévoit pas donc de déplacer ces mineurs qui arrivent en Sicile. Quindi o i minori si spostano da soli oppure rimangono in Sicilia. Donc ou ils se déplacent tout seuls ou alors ils restent sur leur point d'arrivée en Sicile. Che è demenziale, ovviamente. Et c'est la folie, bien sûr. Il fatto che ci siano così tanti minori in Emilia-Romagna dipende dal fatto che il sistema in Emilia-Romagna funziona molto bene. Alors il est vrai qu'il y a beaucoup de mineurs en Emilia-Romagna, mais parce que là, les centres, le système fonctionne très bien. E quindi il passaparola tra i ragazzi funziona e quindi tanti ragazzi decidono di andare in Emilia-Romagna perché lì l'accoglienza funziona e quindi appunto vengono iscritti a scuola, ci sono persone che si occupano dei loro documenti. Et donc là, entre eux, le passe-parole fonctionne très bien et ils finissent donc en Emilia-Romagna parce que pour les papiers, ça marche très bien. Ouais. La scolarisation. Elena, on reviendra vers vous lorsqu'on s'intéressera dans le cours de la discussion notamment aux tests de minorité, au déni de minorité, souvent, voir si c'est la même chose qui se passe en Italie. On arrive petit à petit à la frontière et je me tourne vers Henri. Oui, c'est à vous. Vous avez grand âge, Henri, et les préoccupations de la Ligue des droits de l'homme dans la région PACA évoluent, j'imagine, avec le temps. Je n'ai jamais eu à passer les frontières impossibles. Ça viendra malheureusement. Non, je parle pour nous tous, hein, parce que... Vous n'avez pas le sentiment de vivre des choses que vous n'auriez jamais pensé vivre de votre vie aujourd'hui? Bah si. Si, c'est vrai. C'est vrai. Cette question des réfugiés, migrants, exilés à la frontière de Menton-Vintimille et plus précisément des mineurs non accompagnés, depuis quand elle se pose cette problématique, Henri Rousseau? Je rappelle que vous êtes donc à la Ligue des droits de l'homme de la région PACA. Pour vous répondre à cette question, j'aimerais, puisque nous sommes une table ronde, ça veut dire qu'on peut échanger éventuellement. En écoutant toutes les personnes qui sont intervenues, à chaque fois, j'avais envie de leur poser la question, mais en amont de ce traumatisme, de cette découverte d'une autre façon de voir la famille, en amont de ces adultes qui, dans le pays, conseillent à des jeunes de partir, en amont de ce que vous décrivez, de ce voyage impossible, qui, entre autres, m'a, je ne dirais pas traumatisé, mais m'a rappelé que c'était de la même façon qu'on transportait les esclaves dans les bateaux, par couches successives, couchées, bon bref, c'est une symbolique forte, je trouve. Donc je voudrais quand même poser la question, et en même temps qu'on réfléchisse ensemble, qu'est-ce qui se passe en amont pour que ces gens acceptent une pareille galère? Parce que vous dites la polygamie. La polygamie, ça a toujours existé en Afrique. Je n'entendais pas dans ma bouche que je la justifie. Il y avait un royaume du Sénégal dans mon livre d'histoire que j'avais découvert qui était assez harmonieux, ça fonctionnait. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose de nouveau. C'est après 4 siècles d'esclavage, après la colonisation, après la France-Afrique, après tout ce que l'on sait. Et ce que l'on ne dit pas trop en ce moment, l'Europe est en train de tordre le bras à des pays africains pour leur imposer sur le continent un traité international comme le CETA ou comme le TAFTA. C'est-à-dire qu'à terme, ce pays n'aura plus d'agriculture, les industries, ce sont des petits trucs artisanaux. Donc ça veut dire que dans ce pays, on voit venir une misère effroyable, et moi je pense que l'amont, c'est ça. C'est pour ça que c'est en Afrique. Le continent, oui. Oui, dans ce continent, non, vous avez raison. Dans ce continent, on voit venir une misère effroyable. Et c'est ce qui explique que ces gens, ils acceptent de passer de l'enfer, de se faire opérer du pied parce qu'ils ont les orteils gelés, parce que, bon, de mourir comme
dans la vallée de la Roya, il y a une vingtaine de morts depuis 1 an et demi, etc. Et c'est cette réflexion, et comme j'espère qu'on Mais finira en même sur... temps, Henri, la croissance n'a jamais été aussi forte en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, 9%. Oui, Au mais Nigeria. à quel profit de cette croissance? Voilà, mais c'était pour vous relancer. Voilà. c'est tout. Voilà, elle profite à Lafarge, hein, dont on sait ce qu'il en fait. Elle profite à M. Bolloré. Je ne pense pas qu'il ait dans sa tête l'idée de partager avec les Africains. Bon, et puis voilà, donc ce sont des gens qui préfèrent... On mesure quand même le fait qu'ils préfèrent affronter le col de l'échelle, ils préfèrent affronter des gendarmes indignes dans la vallée Rodaya, ils préfèrent presque, bon, ils n'ont pas choisi, mais faire des montages, se cacher dans des lieux où ils vont être électrocutés, comme ça s'est passé à 3 reprises dans les Alpes-Maritimes. Donc, c'est ça, moi, qui me paraît important, c'est de se pencher, et comme de se pencher sur cet amont. Et comme on va finir, je pense, on parlera des futurs états-majors de la migration, où j'espère qu'il y aura un maximum de mobilisation pour le mois de juin, faire en sorte de forcer notre gouvernement à prendre en compte ce drame que vivent ces Africains, parce que actuellement le gouvernement, il ferme. Or, entre la bombe démographique africaine et entre ce que je viens de dire là, on sait très bien que ça ne s'arrêtera pas. Alors, à terme, qu'est-ce qu'il y a? Une guerre pour défendre la frontière? C'est ahurissant. On entend un discours larmoyant sur il ne faut plus qu'il y ait un homme dehors ou dans les bois, dans les rues de nos villes, d'ici Noël. Puis on sait que c'est pas ça qui se passe. On sait que, d'accord, plus un homme en matière sociale, en tant que réfugié, etc. Mais en même temps, on invente par exemple que l'Afghanistan, c'est plus un pays dangereux, donc on peut renvoyer les gens, puisqu'ils ne risquent rien, soi-disant. Bon, donc il y a toute une tricherie, tout un mensonge qui fait que les choses ne vont qu'empirer. Et c'est par rapport à cette aggravation du fait qu'il est temps qu'on fasse prendre conscience à notre population, et c'est pas à Briançon que je donnerai des leçons, quand on pense que 2%, j'avais appris de vos responsables, que 2% de la population de Briançon, c'est quand même à noter, 2% se livre, entre guillemets, à de la solidarité, loge, nourrit, bref, fait ce que l'État ne fait pas. Donc, s'il pouvait y avoir la même mobilisation dans tout notre pays, peut-être les choses changeraient, peut-être qu'on ne verrait plus ce que tu nous as évoqué dans ton reportage au col de l'échelle, des jeunes gens mourir de froid, ou pas encore, mais on peut imaginer que ça va arriver, voir une vingtaine de gens mourir dans la vallée de la Roya, etc. Et moi, c'est par rapport à ça. Et le thème de notre réunion, c'est déni d'innocence, oui, mais le déni d'innocence de ces jeunes, innocents parce qu'ils ont moins de 18 ans, et innocents aussi parce que c'est ce qu'on leur donne comme héritage qui les conduit à vouloir venir chez nous. Voilà. Henri. J'ai peut-être pas répondu à la question. Non, vous n'avez pas répondu à la question, mais en même temps, il était important que vous fassiez... Et je vais répondre précisément après sur quel point. Il est important que vous fassiez votre coup de gueule. Moi, j'essaie juste de rester dans l'angle de notre discussion. Oui. Et je Non, pense mais alors, que... la question qui était posée, c'était par rapport aux droits des enfants. Bon. Moi, c'est-à-dire que c'est rare d'avoir le loisir d'avoir 6 personnes à interroger pendant 3 heures. Et donc, j'essaie de poser des questions spécifiques à chacune de ces personnes. Et là, on a quitté l'Italie. Merci, Elena, on va y revenir. Et on arrive en France. Et aussi, me tournais-je vers vous pour que vous, peut-être, fort de votre grande expérience, vous nous racontiez vieille expérience, c'est ça. Vieille expérience. Vous nous racontiez, voilà, vous, en qualité de membre de la LDH, comment vous avez vu les choses évoluer ces 10 dernières années, 20 dernières années, quant à la question des migrants, réfugiés ou exilés en général, et des mineurs non accompagnés en particulier. C'est très simple. 1997, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, il fait la dernière régularisation massive, il ne faut pas rêver non plus, mais enfin 70 000 travailleurs sans papier avaient été régularisés. Depuis,
il n'y a pratiquement plus de régularisation de cette importance. De loi en loi, de CESEDA en CESEDA, la situation ne fait qu'empirer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de drames à la frontière, de plus en plus d'interdictions, de plus en plus, à un moment, Pasqua avait inventé les charters pour reconduire les gens à la frontière. Je ne me trompe pas quand je dis tout ça. Si jamais vous vous trompez, Zia est là, voilà, sous la main. Et pourtant il y avait en 1959 la Déclaration des droits de l'enfant qui ne s'imposait pas aux pays signataires. C'était juste des propositions d'assistance, etc. Et en 1989, il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, et cette convention, elle s'impose, elle a force de loi vis-à-vis des pays signataires. Alors, je vous cite juste 3, il y a 40 articles, hein, mais je vous en cite juste 3, vous comprendrez pourquoi ils sont importants. L'article 22, il concerne les enfants réfugiés. Les enfants réfugiés ont des droits qui doivent être respectés, comme ceux que sans doute que vous avez décrits en Italie, mais plus largement qui s'imposent. Ces droits, par exemple, dernièrement, il y a, je ne sais plus, je crois que c'est à Nantes, une cour d'appel a estimé que dans certains cas, les enfants n'avaient pas forcément ces droits. Par exemple, si la famille restait au pays, correspondait avec eux. Par exemple, s'ils avaient ici, localement, trouvé quelqu'un qui les protégeait, qui les aidait, etc. Et heureusement, la Cour de cassation a cassé ce jugement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'un enfant qui se trouve ici, alors que sa famille est en Guinée ou ailleurs, il ne soit pas considéré comme un enfant non accompagné. Vous avez l'article 24, qui concerne la santé. La santé, donc, qui s'impose, et elle s'impose tellement qu'au mois d'août, il y a eu un rapport de l'ONU, d'une commission spécialisée de l'ONU, sur justement le traitement et la mortalité des réfugiés. Alors bien évidemment, cette mortalité, elle est effrayante lorsqu'on parle de la Libye, lorsqu'on parle de la traversée du Sahara, etc., ou dans d'autres pays. Mais elle concerne aussi le refus de prendre en compte les enfants dans notre pays, ces enfants non accompagnés. Par exemple, dans la Roya, à Breil-sur-Roya, les habitants de la Roya qui sont investis avec malheureusement moins de force qu'à Briançon, avaient créé une infirmerie, d'accord avec la municipalité, qu'ils avaient aidé, qui avait donné un local, et avec Médecins sans frontières. Ça a aidé ces jeunes qui arrivaient comme ça, qui avaient fait des fois 3, 4, 5 fois le voyage, parce que chaque fois les gendarmes les ramènent à Vintimille. Eh bien, le préfet a ordonné la fermeture de cette infirmerie. Voilà comment on traite la santé, alors que, je le répète, à la force de loi au titre de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'article 28, c'est le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, dans les Alpes-Maritimes, et je pense que ça se passait aussi à Barcelonnette, le droit à l'éducation, dans les foyers de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, il n'y a aucune éducation. Ce sont des enfants, excusez-moi peut-être à cause de mon âge, mais jusqu'à 18 ans pour moi on est un enfant, ce sont des enfants qui sont totalement désœuvrés, pas d'éducation, pas de formation, pas d'instruction quelconque. Ils sont totalement désœuvrés au point que certains en ont marre et fichent le camp. On a actuellement 2, mais il y en a bien plus que ça, 2 Guinéens précisément, qui en ont eu marre, qui sont sortis, qui ont pris le train, qui se sont retrouvés à Paris. Alors bien sûr à Paris, ils dorment dehors, on arrive encore par des réseaux, des associations à les loger, mais bon, bref, c'est tout sauf le droit à l'enfant. Voilà comment notre pays respecte la Convention internationale des droits de l'enfant, dont je répète, elle s'impose à tous les pays signataires. Alors ça, c'est un travail dans lequel se sont investies les associations, mais il faut savoir quand même qu'on arrive un petit peu au bout de cet investissement. Je ne sais pas à Briançon, mais je sais qu'à Barcelonnette, par exemple, il y a, je sais précisément, c'est un ligueur, il y a un cas, les gens sont tellement investis dans cette générosité vis-à-vis des migrants, il y a un cas de burn-out à Barcelonnette. Des gens qui sont malades à force de passer leur temps
les jours, les nuits, à essayer d'aider ces jeunes gens. Donc, on arrive au bout. Et par rapport à cette situation, il y a un investissement solidaire, c'est vrai, dont on voit un petit peu la difficulté. Il y a un investissement juridique. Alors ça, dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, et puis ailleurs aussi, je le sais, on sait ce que c'est. On essaye, par exemple, à Nice, on a fait une lettre recommandée avec accusé de réception au préfet, lui rappelant qu'il y a une circulaire nationale. Avant, c'était une circulaire de collectivité territoriale. Maintenant, c'est une circulaire nationale qui impose la mise en application de dispositions de grand froid. Ben, le préfet, il oubliait. Il a fallu l'an dernier qu'on lui fasse une lettre pour que finalement il consente à prendre certaines dispositions, alors que dans la vallée de la Roya, il commençait à faire moins 10 la nuit. Alors imaginez des gens qui se promènent, des malheureux qui cherchent et ne trouvent rien, par moins 10, ce qui peut arriver. Oui, et cette année, dans la circulaire grand froid, et cette année, nous avons recommencé, parce que pas pour autant que le préfet avait pris les dispositions, il a fallu recommencer, lettre recommandée, accusé de réception, lui rappelant son obligation de circulaire grand froid. Le préfet, on l'a attaqué au tribunal administratif à 2 reprises par rapport à des Érythréens. Il faudrait parler aussi des Érythréens. Mais enfin, je peux continuer ? Allez-y. Bon. On l'a attaqué à 2 reprises, et à 2 reprises on a gagné au tribunal administratif, parce que tout simplement, pour une famille qui demandait à remplir les documents pour un dossier de réfugié, il l'avait refusé. Le tribunal l'a obligé. Et pour un autre cas, de la même façon, on a réussi à faire condamner le préfet. Donc juridiquement, puis je ne parle pas de la défense des solidaires qui sont constamment provoqués en justice. Je pense à Cédric Héroux, mais il en parlera mieux que moi tout à l'heure. Cédric Héroux, qui l'a aussi à Action Solidaire, non seulement le logement, mais il avait accompagné. Et là, vous verrez aussi ce que ça représente en termes de tricherie de la part de l'État. Il avait accompagné 150 ou 200 migrants parce que la plateforme d'accueil de Nice lui avait dit qu'il ne pouvait pas le faire, que ça ne pouvait pas être fait à Nice, il fallait que ce soit fait à Marseille. Ils ont pris le train, accompagnés par Cédric Héroux. En gare de Cannes, ils ont été arrêtés par un commando policier. Et le commissaire, lorsque j'étais là à ce moment-là, nous lui avons dit, mais vous avez remarqué qu'il y a des mineurs non accompagnés parmi ces migrants qui étaient là, qui étaient parqués sur le quai de la gare comme des animaux. Vous avez remarqué qu'il y a des mineurs non accompagnés. Du moment qu'ils sont entourés de majeurs, ils ne sont plus non accompagnés, m'a répondu le préfet. C'est-à-dire une imposture. Bon. C'est comme ça que Cédric Héroux s'est retrouvé mis en examen, garde à vue, etc. Et au mois d'août, on en était au communiqué qui répertoriait 7 gardes à vue pour Cédric, mais il en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et je passe sur d'autres cas comme ça, où on passe notre temps en justice, les 4 mamies, comme la presse les a appelées, qui avaient simplement sur une route vu des migrants. Et il faut savoir que le passage de la frontière dans la vallée de la Roya, c'est un endroit périlleux. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse où on racontait comme ça, ou des contrebandiers, ou au contraire, à l'époque de la guerre, des Italiens résistants qui passaient et qui tombaient dans des ravins, dans des précipices. Et là, il y a des familles avec des enfants qui passent. Et justement, un endroit relativement périlleux, sur un chemin, ils ont trouvé des immigrés comme ça, des migrants qui essayaient de trouver une issue. Ils les ont pris pour les amener en lieu sûr, condamnés au tribunal et en appel à 800 € d'amende avec sursis. C'est pas important, certaines mauvaises langues disent, mais il n'empêche qu'ils sont reconnus comme coupables. Et c'est pour cela que du reste, ils vont aller en cassation. Et je ne vais pas non plus monopoliser la parole, il y a comme ça d'autres cas. Et pour terminer, la mobilisation politique. Après la mobilisation solidaire, juridique et politique, je pense qu'on était arrivé à un tassement de la mobilisation. Parce que à Nice, et je sais ici aussi, il y a une forte mobilisation, mais en même temps,
il y a une lassitude, je disais, la fatigue de certains, etc. Heureusement, avec cette perspective des états généraux de la migration, sans doute avons-nous l'impression qu'il y a quelque chose qui prend aujourd'hui, voir le public qu'il y a ici, à Nice et à Menton, où aujourd'hui aussi il y a une grande manifestation, où vont arriver des bus d'un peu toute la France pour manifester justement sur la frontière italienne et montrer la tricherie de la police et du préfet, des pouvoirs publics. Donc, je pense que nous espérons en tout cas qu'il y a une forte mobilisation et que peut-être arriverons-nous à faire bouger les choses. Merci. Rachid souhaite réagir à ce que vient de dire Henri. Après, on fait une pause, voilà. Et après, on fait une petite courte pause pour s'intéresser au destin de ces mineurs non accompagnés à la frontière, d'une part, vous l'évoquiez, Henri, et dans les rues de Marseille, pour ce qui concerne Rachid, dans les rues de Gap, pour ce qui vous concerne ici, et d'une façon plus générale, Nice et en France avec Zia Ouloumi. Rachid. Mais c'est vraiment très court, et juste avant la pause, peut-être comme ça fait une respiration. Comme j'ai la chance de me promener avec mon film à travers la France, je peux dire que la mobilisation citoyenne, partout en France, s'organise. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte et on n'en parle pas assez suffisamment, que parfois, très régulièrement, on a notre exemple local, quoi, mais quand on regarde d'un point de vue global, il y a plein de mobilisations citoyennes à travers la France, et il y a plein d'endroits où de la désobéissance civile, les familles solidaires s'organisent et deviennent maintenant visibles, le disent et le revendiquent. Pour signifier en fait que ce ne sont pas eux qui sont hors la loi, mais bien les institutions, et notamment le conseil départemental, puisqu'on parle donc de mineurs, et donc la protection de l'enfance étant confiée à l'aide sociale à l'enfance qui dépend du département. Il y a de plus en plus de mobilisations citoyennes à travers la France, et il faut le savoir, et c'est important en fait à la fois de le dire, parce qu'effectivement sinon on reste dans quelque chose de répressif par rapport au fonctionnement, ou plutôt dysfonctionnement des institutions, au comportement aussi, notamment de la police, etc. Mais il y a une mobilisation et à la fois citoyenne et à la fois juridique et des associations, et même des gens qui ne font pas partie d'associations ou de collectifs militants, qui sont des familles hébergeurs qui d'un seul coup se disent on y va. Et ça se passe un peu partout en France. C'est important de l'avoir en tête justement par rapport à ces assises de la migration qui pourront également venir rejoindre en fait tous ceux qui sont déjà mobilisés. Je trouve que c'est vraiment important de le préciser. Voilà. On se retrouve dans 10 minutes. Ah, il y a une annonce, attendez, une annonce. Non, juste pour que vous profitiez bien de votre pause, vous verrez que tout autour de la salle, ce sont des choses qui ont été produites par nos amis exilés ici, de différents coins. Donc les jeunes de la CRS ici, vous avez eu un atelier création autour, vous avez les francophones qui sont hébergés en famille, qui ont fait une carte géographique, etc. Et un artiste guinéen qui a aussi ses œuvres. Donc toute la décoration a été assurée par les exilés, première annonce, donc regardez, profitez-en. Deuxième chose, il y a des calendriers pour l'année 2018, Noël approche, qui sont en vente au profit